Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Vers une consolidation de l'accord de paix d'octobre 2020 en Libye, le commandement de l'armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar a annoncé le rapatriement de 300 mercenaires et combattants étrangers. Signature du plus important contrat de matériel roulant de l'histoire du métro en Égypte. Un accord de 876 millions d'euros vient d'être signé entre l'autorité nationale des tunnels et Alstom pour la modernisation du métro du Caire. Et la contribution de l'art dans le développement de la santé globale est à l'honneur à Kigali au Rwanda, où se tient depuis le 10 novembre la 3e édition du Festival Amvé. Un événement qui met en avant l'importance des arts en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Et tout d'abord, en Somalie, de lourdes peines ont été prononcées ce vendredi 12 novembre contre 5 soldats ougandais par le tribunal de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. 2 soldats ougandais ont été condamnés à la peine capitale et 3 autres à 39 ans de prison pour avoir commis le meurtre de 7 civils somaliens dans la ville de Galwein en août dernier. Notons qu'à la suite de l'enquête qui a confirmé ces crimes, la Somalie avait déclaré le représentant de la commission de l'Union africaine en Somalie, Simon Mulongo, persona non grata, en lui sommant au début du mois de novembre de quitter le pays. Le commandement de l'armée nationale libyenne a décidé de faire partir 300 mercenaires et combattants étrangers des zones qui sont sous son contrôle, une mesure qui intervient alors qu'une conférence internationale sur la crise libyenne s'est ouverte ce vendredi 12 novembre à Paris en France. Plus de détails avec Aïssatou Bari. 300 mercenaires et combattants étrangers des zones contrôlées par Khalifa Haftar dans l'Est libyen vont être rapatriés. Ces départs se feront en coordination avec leur pays et la mission d'appui de l'ONU en Libye. Une annonce faite par le commandement de l'armée nationale libyenne. Selon les dernières estimations de l'ONU, plus de 20 000 mercenaires russes, syriens, tchadiens, soudanais ainsi que des militaires turcs se trouvent en Libye. Oui, on peut saluer effectivement les efforts qui sont faits aujourd'hui par le maréchal pour montrer qu'effectivement il met en place une mission des Nations Unies forte afin en tout cas de préparer le terrain pour les prochaines élections. L'accord de cessez-le-feu d'octobre 2020 prévoyait le départ simultané des combattants étrangers dans un délai de 90 jours, mais aucun retrait significatif n'a été signalé depuis. Cette annonce intervient alors qu'une conférence sur la crise libyenne co-présidée par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU se tient actuellement à Paris pour consolider les acquis. J'ai quand même envie de souligner le fait que ce soit en France qu'on organise une conférence sur la paix en Libye, organisée par la France. On est quand même en droit de se poser la question et en sachant que la France n'a pas joué un rôle qui est très brillant lors de la chute du régime de Kadhafi. Donc on est en droit de s'interroger sur la nécessité de cette paix. Et puis enfin, pour l'instant, je pense qu'il y a très peu d'espoir pour la tenue de ces scrutins prévus en décembre. Et même si on voit une vraie mobilisation des Occidentaux au chevet de la Libye, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si ce n'est pas une hypocrisie. Ces dernières semaines, les tensions n'ont eu de cesse de grandir sur fond de polémique sur la loi électorale publiée par le président de l'Assemblée nationale. Mais cette démarche, très attendue, a été contestée par d'autres institutions politiques comme le Haut Conseil d'État et un groupe de 22 députés qui reprochent à Aguila Saleh de ne pas avoir soumis le texte à un vote parlementaire. Une situation que la conférence de Paris va tenter de résoudre en vue de la tenue à bonne date de l'élection présidentielle prévue le 24 décembre. Également dans l'actualité, le mandat de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, a été prolongé d'1 an ce vendredi 12 novembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce mandat reconduit la MINUSCA, créée en avril 2014 jusqu'à novembre 2022. Notons que la Russie et la Chine, deux partenaires de la Centrafrique, se sont abstenus lors du vote.
Pour rappel, la Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis 2013. L'intensification d'une coopération militaire entre le Mali et la Russie se précise. Ce sujet a fait l'objet d'une rencontre le 11 novembre à Moscou entre les ministres des Affaires étrangères respectifs des deux pays. Une rencontre axée autour d'un partenariat stratégique pour assurer la stabilité sécuritaire du Mali, sans qu'il ne soit question du groupe paramilitaire Wagner. Les explications de Joël Ballot. Renforcer le partenariat russo-malien sur les questions de défense et de sécurité. Voilà brièvement résumé la rencontre en Russie ce 11 novembre entre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, et son homologue russe Sergueï Lavrov. En effet, cette rencontre, qui vise à impulser la coopération militaire entre le Mali et la Russie, intervient alors que le retrait partiel des troupes françaises est effectif. Nous sommes là aussi pour pouvoir vraiment trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération, surtout sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali, en tant qu'État, est en train de se battre pour sa survie, parce que il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps, et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri. Abdoulaye Diop a indiqué qu'il s'agit de mettre en avant un partenariat pragmatique, réaliste, qui fera preuve d'efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une aide qui permettra aux Maliens d'assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale, renforcer la souveraineté du Mali, en plus de trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial sans imposition extérieure. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, mais aussi sur le plan de la formation et de tous les moyens qui permettent aujourd'hui à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du Mali. Quoique ça, c'est extrêmement important, ça doit être compris par tous que le Mali n'est pas en train de sous-traiter sa sécurité. Le Mali veut avoir les capacités nécessaires pour pouvoir assurer sa sécurité. Ce renforcement militaire russo-malien vient s'ajouter à l'accord militaire du 26 juin 2019, au cours duquel la Russie et le Mali avaient officialisé la signature d'un contrat de défense. À titre de rappel, depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays. Le Gabon passe au peigne fin ses factures. Depuis 2020, une task force sur la dette extérieure du pays a été mise en place, un mécanisme qui a permis de découvrir qu'une partie de l'argent réclamé au Gabon dans le cadre de sa dette extérieure n'est pas justifié et que des surfacturations considérables ont été appliquées. Le point avec Aïssatou Bari. Au Gabon, une partie de la dette extérieure, estimée à 4 075,5 milliards de francs CFA, réclamée par les créanciers, est due à des surfacturations. C'est ce qui ressort des premières informations publiées par la Task Force sur la dette extérieure mise en place pour auditer les entreprises. Plusieurs projets, notamment dans le domaine des infrastructures routières, énergétiques et sanitaires, ont été considérablement surfacturés. Alors, ce qu'il faut retenir de ce qui se passe au Gabon en rapport avec le surendettement, il faut donc tout simplement retenir que la gouvernance politique a quelque peu souffert du fait d'un certain laxisme. On a l'impression que les gens ne respectent pas les règles tout à fait élémentaires en matière de passation de marchés publics. Ça veut dire que dans le cas du Gabon, il y a par exemple eu ce qu'on appelle les marchés de gré à gré. Et cela a donc fait exploser la dette du Gabon avec évidemment les surfacturations. Dans son rapport, la Task Force fait état de surfacturation sur l'installation de 5 000 lampadaires solaires à Libreville. Ces lampadaires ont été facturés à 1 million de francs CFA le lampadaire,
alors qu'une unité de lampadaire solaire coûtait 300 000 francs CFA, soit 3 fois son prix réel. Ce qu'il faut pour mettre fin à ce genre de pratique, il faudrait tout simplement que le Gabon, comme tous les États en Afrique, soit responsable, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre des réglementations en matière de passation des marchés qui veulent que l'offre la mieux disante soit celle qui est retenue en matière de passation de marché. Mais aussi, il faut activer tous les autres mécanismes qui somnolent encore au Gabon, notamment la lutte contre la corruption. Et dans ce cas précis, il ne faudrait pas que ce soit la politisation du judiciaire, mais le contraire, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit la judiciarisation du politique. Plusieurs entités sont impliquées, notamment des entreprises privées, des agents publics, des cabinets d'études, ce qui a considérablement gonflé la dette publique du pays. Selon les données du ministère de l'économie, l'encours de la dette publique du Gabon à fin juin 2021 est estimé à 6 539,9 milliards de francs CFA, soit 4 075,5 milliards de francs CFA de dette extérieure. Amélioration de la mobilité urbaine en Égypte. L'autorité nationale des tunnels en charge des transports urbains a signé le 8 novembre un contrat de modernisation du métro du Caire avec le groupe français Alstom. Un contrat de maintenance de 8 ans d'un montant de 876 millions d'euros. Un sujet de Joël Ballot. Alstom, multinationale spécialisée dans les transports, va fournir 55 trains Métropolis de 9 voitures chacun pour la ligne 1 du métro du Caire en Égypte et s'occuper de sa maintenance pendant 8 ans. C'est ce qui ressort du contrat signé avec l'autorité nationale des tunnels égyptienne, une amélioration infrastructurelle évaluée à 876 millions d'euros. Il s'agit d'une plateforme éprouvée et technologiquement avancée, avec une flotte d'environ 495 voitures Métropolis. Un nombre croissant d'habitants pourront se déplacer en toute sécurité et confortablement chaque jour. Chaque jour, entre El Mark et El Wan, c'est 2,5 millions d'Égyptiens qui empruntent le métro. Aussi, ces trains pouvant accueillir 2580 passagers issus d'une technologie de pointe vont non seulement améliorer et augmenter la capacité des transports publics, mais aussi l'expérience de ces millions d'Égyptiens. En fait, par cette opération, la France finance indirectement et maintient aussi indirectement l'activité dans ces unités industrielles de pointe. Ici, en l'occurrence, c'est Alstom. Pour Alstom, c'est gagnant. Elle sait qu'elle va avoir un carnet de commandes qui va être rempli pour plusieurs années. Et d'un autre côté, vous avez l'Égypte qui obtient par ce biais-là, une amélioration de sa mobilité urbaine dans la capitale qui compte plusieurs dizaines de millions d'habitants. Ce nouveau contrat témoigne du partenariat gagnant-gagnant entre l'Égypte et la France. À long terme, le gouvernement français ambitionne de mettre 1,8 milliard d'euros à la disposition de l'Égypte à des fins de financement de projets dans divers domaines tels que les transports publics, les énergies renouvelables et la gestion de l'eau. La capitale rwandaise Kigali accueille depuis le 10 novembre la 3e édition du Festival Amway, un événement qui vise à réfléchir sur les changements sociaux qui se sont produits depuis le début de la pandémie de Covid-19 et qui met en avant l'influence des arts sur la santé globale. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Des performances artistiques, des colloques, ainsi que des visites à des ateliers artistiques pour partager les expériences vécues durant la période de crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus. Voici un peu les activités qui habillent la 3e édition du festival Hamwe qui se déroule à Kigali du 10 au 14 novembre 2021. Le festival a un thème chaque année. La première année, on a vraiment pris cette intersection, la collaboration. La deuxième année, on a parlé de santé mentale et de justice sociale. Et quand on était fin 2020, en train de choisir le thème qu'on allait développer maintenant, c'était impossible de parler d'autre chose que de la pandémie. On a exploré tout ce qui était l'environnement, le climat. C'est encore lié au travers de la pandémie, on explore ces questions. On a parlé d'équité, de justice sociale, d'accès aux soins. Encore une fois, c'est lié.
À travers le festival Hamngé, les organisateurs, notamment l'Université de la Santé globale et de l'équité, veulent faire le plaidoyer pour que l'art puisse accompagner le développement de la santé publique. Selon les scientifiques, l'art peut contribuer à réduire de 18% le taux de criminalité dans les grandes villes. Il a été prouvé aussi que les malades répondent mieux au traitement quand ils sont en contact avec l'art, d'où le plaidoyer que veut apporter ce festival en général. Nous espérons faire la promotion de l'art jusqu'au niveau légal pour qu'on l'intègre à la santé, pour qu'on intègre ça dans les formations sanitaires. Nous savons aussi que, et ça a été prouvé, les gens sont hospitalisés moins longtemps, guérissent plus vite, ont beaucoup moins de douleurs, doivent prendre moins de médicaments, moins de chimie, parce qu'on leur a donné de l'art. C'est pas beau ça? Voilà ce que j'attends. Au total, 76 artistes venant de 30 pays participent à cette 3e édition du festival Hamngé, avec aussi 20 prestations artistiques et 16 panels de discussion autour de l'art, la santé et la pandémie. Le festival se déroule en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel et également en ligne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.